Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est ravis de vous accueillir avec Philippe David. Comme chaque jeudi, on parle automobile, vroom vroom. Ah, vroom vroom vroom. Ah, j'ai fait un jiggle avec la voix. Alors là, par contre, c'est un moteur thermique. Hein. Sinon, ça fait psss. Ah oui, c'est ça. Vous voyez Mais c'est ce qu'on fait maintenant. On roule en électrique et pour avoir du bruit, on fait vroom vroom. Et Voilà. si moi, je suis tout à fait un hybride. Allez, au sommaire de cette émission, Crédit Agricole Personal Finance et Mobility, filiale du groupe Crédit Agricole, spécialiste des solutions de mobilité pour accompagner la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement. On va en parler avec Vincent Carré dans quelques instants. Mobility Service Directeur sera avec nous. Intégrer les mobilités douces dans les communes requiert une approche globale, centrée sur l'adaptation de l'espace public et la sensibilisation des citoyens. Frédéric Huyerier, maire de Synthèse, est à côté d'Orléans et coprésident de la commission transport mobilité de l'Association des maires de France, sera en notre compagnie à une semaine d'ailleurs du Salon des maires. Et puis une politique protectionniste des États-Unis aurait des conséquences significatives pour l'industrie automobile européenne en instaurant des droits de douane par exemple élevés ou des restrictions à l'importation. On va en parler avec Aurélien Demeaux qui est président de l'Alliance des mobilités, membre de Mobiliance et président d'Electra. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et juste avant, un coup de gueule de Pierre qui nous appelle du Finistère. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Et vous voulez évoquer bonsoir. cette relation parfois difficile déjà entre les cyclistes et les automobiles et aussi difficile entre les cyclistes et les piétons. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonsoir. Oui, mon coup de gueule est vraiment tout simple. J'habite une petite commune Finistère Sud, très touristique, et notamment quand que ce soit dans le tourisme ou autrement, on se retrouve, nous piétons, marchant avec notre petit chien à côté, mais complètement agressé par des cyclistes, soit insulté, soit il y a 4 jours j'ai fait de me faire écraser mon chien par un cycliste qui venait de derrière en électrique à 40 km/h alors que la départementale est limitée à 30 km/h. C'est un vrai souci. C'est réseauré comme on dit chez nous. En fait, c'est un vrai souci. En fait, pardon, je vous coupe, Pierre, parce qu'il y a quand même une hiérarchie en fait dans ce code de la route. C'est-à-dire que les piétons sont quand même par-dessous tout prioritaires devant tout le monde. Exactement, justement. Alors, est-ce qu'on peut sensibiliser ou telle tête de baseball? Je ne sais pas, mais en tout cas, là, ça commence à suffire. Parce que là, tout le monde, mais même les piétons, les gens âgés ou autres, mais on est, enfin, quand ça arrive de derrière, c'est impressionnant. Est-ce qu'il ne faudra pas, je pose la question à vous, Pierre, et à Philippe David, est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné arrêter de dire que des vélos électriques qui roulent à 40 km/h ne sont plus des vélos, peut-être? Et qu'il faudrait les immatriculer, à mon avis. Oui, ou rentrer dans la catégorie des 2 roues c'est ça, motorisées. Je suis entièrement d'accord, d'autant que 40 km/h, c'est encore qu'ils n'ont pas bidouillé. Mais moi, ce que je constate, c'est surtout quand il y a la saison touristique, enfin, on va dire, ou les vacances, c'est que même les gens de ville qui viennent chez nous, ça se passe encore beaucoup plus mal parce que on dirait que c'est une, on va dire, une affaire de famille de griller toutes les priorités, etc., quoi. Mais même pour les autres vélos, c'est dangereux, en fait. Bien sûr, mais c'est dangereux pour tout le monde. Pierre, vous êtes dans le Finistère. Alors, le Finistère, il y a une zone vraiment très urbaine, c'est Brest et l'agglomération de Brest, et des zones beaucoup plus rurales. Vous êtes où, vous, exactement ? Moi, je suis complètement dans le sud, on va dire, situé dans la vallée des Fous. Ah non, encore beaucoup plus au sud. C'est-à-dire, c'est sud de Quimper, ce qu'on appelle la vallée des Fous, vu qu'il y a le Vendée Globe. D'accord. Très bien, la vallée des Fous. Voilà. Vendée Globe, d'accord, d'abord qui a ouvert ce dimanche là. Oui, absolument. Mais de la forêt, si vous voulez tout savoir. Exactement. En fait, c'est ça. Finalement, les piétons, c'est sans aide, sans assistance. C'est pareil, c'est le Vendée Globe. Avec les trottinettes, encore ça va, vu qu'ils sont à hauteur pour mon chien, ça va, c'est bien. Ouais. Quand ils vous tapent pas, parce que moi j'ai eu ça, j'ai eu un coup de sac à dos parce que je passais sur malheureusement, mon Dieu, j'ai marché sur une voie cycliste en plein Paris et je me suis fait engueuler. J'ai juste dit que j'étais prioritaire et on m'a traité de, je vais pas vous dire le nom. J'ai eu la même chose, mais voilà, il y a marqué le piéton et le vélo, sauf que je crois qu'ils lisent pas bien. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup Pierre de nous avoir alerté en tout cas sur un sujet qui concerne beaucoup de gens. Merci beaucoup.
Et tout de suite, avec notre invité, dans un instant peut-être, on va faire une petite. Il est là, Vincent Carré. Vincent Carré, vous restez avec nous. On fait une petite pause. Vous pouvez parler, hein, c'est Je reste avec vous, vu que le micro est ouvert. C'est ça. On revient dans un petit instant, nous aussi, parce qu'on a plein de choses à vous dire. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on revient sur les vraies voix qui font rouler la France avec une entreprise que vous connaissez bien, puisque elle s'appelle le Crédit Agricole Personal Finance et Mobilité, qui accompagne la transition vers une mobilité plus respectueuse de l'environnement. Mais pas que, on va en parler avec Vincent Carré, qui est directeur des mobilités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on va évoquer ce groupe, justement, les valeurs de ce groupe, puisque, alors tout le monde connaît le Crédit Agricole, on a tous une agence à côté de chez nous. C'est avant tout des valeurs de proximité avec d'ultra même, j'ai envie de dire, proximité avec vos clients. Oui, de proximité et de proximité avec les territoires, hein, oui. Puisque le Crédit Agricole s'est créé il y a plus d'un siècle pour financer les agriculteurs. Et c'est comme ça que se sont créées 39 caisses régionales qui travaillent toutes chacune sur un ou deux départements. Donc une caisse régionale du Crédit Agricole, elle est focalisée sur son territoire. Et elle travaille sur son territoire, mais avec les moyens d'une grande banque. Première banque française, première banque européenne et 9e banque mondiale. Et donc ça veut dire qu'elle connaît bien les enjeux, parce que la France est très diverse et variée, et chaque territoire est quand même parfois très différent. Oui, tous les territoires sont différents, et nous on le voit bien d'ailleurs quand on fait de la mobilité dans les territoires, on voit bien que c'est très différent et qu'il faut s'adapter un peu partout. On parlait du Finistère à Brest et dans la vallée des Fous, c'est pas la même chose. Je peux vous dire, parce qu'on regarde beaucoup cette région, que Brest c'est pas la même chose que Fayence à côté de Nice, c'est pas la même chose que l'Est de la France, c'est pas la même chose que les banlieues des grandes villes. On est dans des univers de mobilité très différents. Mais il y a quand même un point commun, hein, c'est que nos caisses régionales, elles constatent quand même, dès qu'on rentre dans la ruralité, dans les territoires, un certain nombre d'inégalités qui se creusent. Il y a deux inégalités majeures, hein, qui sont aujourd'hui en France, dont on ne parle pas assez, même si les gens dans la vraie vie les vivent. Hein. Le premier, c'est que de manière étrange, c'est dans les campagnes ou dans les territoires qu'il y a le plus besoin de voitures, et puis c'est là qu'il y en a le moins. Ouais. Alors la mobilité, c'est l'enjeu majeur aujourd'hui des territoires qui sont très divers et variés, comme vous venez de le dire. Oui, mais avec toujours cette constante, hein, il n'y a pas assez de voitures dans les territoires, et il y en a probablement trop en ville. Hein. Il y a plus de voitures par foyer en ville, une voiture et demie, et il n'y a qu'une seule voiture par foyer dans les territoires. Parfois, il en faudrait 2 ou 3. Hein. Et donc ça, c'est une première inégalité qui est terrible. Et la deuxième, qui est nouvelle, qui se creuse, c'est que la transition vers le véhicule électrique, contre la pollution, contre le réchauffement, c'est un phénomène urbain. C'est pas dans les territoires que ça se passe. Est-ce que cette inégalité, elle est due à un problème de pouvoir d'achat des territoires par rapport à ce qu'on appelle les grandes métropoles? Ouais, très probablement, probablement. Les voitures sont de plus en plus chères, on le sait, on le vit au quotidien. Même quand on les finance, même quand on les loue, elles restent très chères. Et c'est certainement rapport à l'argent s'il y a plus de voitures dans les villes et plus de voitures électriques que dans les campagnes. Alors vous n'êtes pas resté qu'à ce constat. Vous avez mis en place des choses importantes, hein, puisque vous êtes un acteur majeur justement de cette décarbonation du parc automobile aujourd'hui, avec un programme aujourd'hui qui s'appelle Agile Auto Partage. Il y a 1 an, ce programme a été mis en place. Est-ce que, d'abord on va expliquer ce que c'est, et ensuite ce retour justement après 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il y a effectivement un tout petit peu plus d'1 an, on a mis une opération d'autopartage électrique à Fayence, à 75 km de Nice, hein, sur les contreforts de l'Estérel, qui est une région magnifique. Et dans cette communauté de communes de 30 000 habitants, on a mis une quinzaine de véhicules, des véhicules particuliers, des véhicules utilitaires, des minibus, dont un qui est équipé pour les personnes à mobilité réduite. On va y revenir, c'est un point très important. Et on a lancé cette opération pour tester un petit peu de la mobilité dans les territoires ruraux. Il n'y a pas assez de voitures, donc on en a rajouté, mais on a rajouté que des voitures électriques. Parce qu'il n'y a pas de raison de traiter moins bien un territoire rural en termes de pollution, de qualité de l'air et de réchauffement qu'un territoire urbain. Et là, on vient de fêter, il y a 1 mois, les 1 an de cette opération, qui est tout en restant extrêmement modeste et locale, est une opération qui fonctionne très bien. On a maintenant plus de 750 clients à Fayence, sur une communauté de 29 000 habitants. Alors vous allez me dire, 750 clients, ça fait pas beaucoup. Si on reporte ça à l'échelle de Paris, c'est comme si on avait plus de 100 000 clients. Ah oui, c'est énorme. Voilà. Donc c'est vraiment énorme. Tous les jours, tous les mois, on gagne entre 50 et 100 clients supplémentaires en ce moment. Des gens qui utilisent ces véhicules, et ils les utilisent vraiment pour plein d'usages différents. Les entreprises utilisent des utilitaires en complément de ce qu'ils ont, voire en remplacement, parce qu'on voit les premiers clients aujourd'hui abandonner des vieux diesels pour utiliser nos voitures électriques, nos utilitaires électriques.
On voit énormément d'associations, de clubs sportifs, de mairies, de collectivités qui utilisent nos travelers, donc nos minibus électriques, 9 places. Et ça, c'est vraiment un produit qui manquait dans ces régions. Et puis, dans ces minibus, on en a un qui est équipé personne à mobilité réduite. Et ça, c'est peut-être la chose dont on est le plus fier, c'est que grâce à nous, il y a des gens aujourd'hui qui ressortent de chez eux. Oui, c'est ça. Oui. Parce qu'on n'en parle jamais, mais à Fayence, le véhicule PMR, personnel à mobilité réduite, le plus proche à louer, il est à 200 km de Fayence. Ah oui. Et c'est pas que à Fayence que c'est comme ça. C'est quasiment partout en France. Et donc, si nous, Crédit Agricole, qui sommes implantés aussi fort dans les territoires, il faut que vous imaginiez que dans des pays comme Fayence, plus d'un habitant sur deux est client du Crédit Agricole. Ah oui. Qui est souvent l'une des dernières banques à rester dans les territoires et y investir et à consolider ses positions. Et donc, évidemment, nous, on est au courant de ces problématiques. Et donc, on propose des solutions. On se sent parfois un peu seul, pour ne pas vous mentir, dans cette logique. On est en train de préparer 3 opérations supplémentaires, dont je ne peux pas parler aujourd'hui parce qu'il y a des procédures de marché public, etc. Bien sûr, tout à fait. Mais on se sent parfois un peu seul. Oui, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, vous l'avez dit, c'est et les entreprises, et aussi monsieur, madame, tout le monde. Et dans ces entreprises, vous donnez la possibilité aussi, vous avez la possibilité de prendre des voitures, bien sûr, puisque ça décarbone la flotte, mais aussi de pouvoir donner la possibilité aux salariés, aux collaborateurs, de prendre une voiture pour le week-end. Oui, absolument. Alors, en fait, ça, c'est important aussi. Avec les mêmes équipes, on a une équipe de passionnés au sein d'Agile Autopartage. On propose cet autopartage rural et bientôt d'autres, mais on propose aussi de l'autopartage électrique en entreprise. Et donc, on donne la capacité à une entreprise de partager ses voitures pour l'activité professionnelle, mais aussi en dehors des heures de travail pour les collaborateurs. Et comme on est dans des entreprises où souvent les gens n'ont pas de véhicule, on donne accès à une voiture pour de l'usage privé pour des tarifs qui sont très intéressants. Vous avez déployé un partenariat avec Stellantis, avant tout avec des marques françaises. Comment s'est fait ce partenariat? Parce qu'il y a tellement de marques chez Stellantis. Alors en fait, quand on a commencé à travailler sur ces opérations d'autopartage rural, on s'est dit que ça ne pourrait fonctionner économiquement et aussi en termes de fonctionnement opérationnel qu'en partenariat très fort avec les collectivités locales. Si on veut que les collectivités locales travaillent avec nous, il faut leur proposer des voitures françaises, de marques françaises, assemblées en France. Et c'est ce qu'on a fait. Et on l'a fait avec notre partenaire naturel, puisque nous sommes aujourd'hui le partenaire de Stellantis dans une très grosse société de location qui s'appelle l'Isis. Et c'est avec ce partenaire naturel qu'on a choisi les voitures assemblées en France qu'on a mis dans notre opération de Fayence. Alors, il y a beaucoup d'engagement chez Crédit Agricole avec la signature de ce partenariat avec l'ADMR. Donc, c'est l'aide à domicile en milieu rural. Vous l'avez mis en place, c'est tout récent, parce que c'était mardi dernier à Angoulême, en Charente. Là, on est sur la partie médicale. Alors, c'est aussi un autre enjeu, forcément, le médical en rural. Et c'est la possibilité, en tout cas pour ces infirmières ou ces aides à domicile, de pouvoir se déplacer et d'aller voir leurs patients. Oui, alors je pense on peut prendre 2 secondes là pour parler de gens dont on parle trop peu, même voire jamais. Les ADMR, c'est l'une des choses les plus formidables en France. C'est l'aide à domicile en milieu rural. Ce sont des associations. Et tenez-vous bien, en France, il y a plus de 90 000 bénévoles et 90 000 employés dans ces associations qui font toute l'aide à domicile en milieu rural. Et nous, on a le grand plaisir, la grande fierté de financer les voitures de plusieurs de ces ADMR, dont l'ADMR de Charente, avec qui on était mardi soir pour signer ce nouveau partenariat. Et le Crédit Agricole, dans son ensemble, en tant que banque, est très très présente auprès de ces ADMR. S'il n'y avait pas ces ADMR, et les voitures qu'on finance, et les employés et les bénévoles, il n'y aurait probablement pas d'infirmières, pas d'aide-soignante à domicile dans les milieux ruraux. Il faut qu'on parle plus d'eux. C'est un projet pilote, ça veut dire que ça va se démultiplier Alors, en fait, les ADMR existent depuis longtemps, même si elles sont peu connues ou insuffisamment connues. Elles ont des flottes de voitures importantes et nous essayons, nous, de devenir de plus en plus le partenaire automobile, mobilité de ces associations. Ça s'est fait avec l'agglomération d'Angoulême ou alors carrément avec le département ou voire avec la région, comme ça un projet pilote, comme le disait Cécile? Non, c'est vraiment un projet qui vient de la relation très profonde de la banque Crédit Agricole, de la Caisse régionale du Crédit Agricole avec l'ADMR. Et vous savez que nous, on a une présence dans l'automobile qui est assez récente. Et donc, on met au service de nos caisses régionales un loueur formidable qui s'appelle Agile Auto. Et grâce à Agile Auto, on est capable de financer les voitures à des conditions, évidemment, qui sont adaptées aux ADMR. Alors, travailler dans la mobilité, vous, c'est du sol au plafond. C'est-à-dire que vous imaginez la filière totale. Ce qui était difficile aujourd'hui, c'était recharger ses batteries. C'est ça qui était compliqué. Vous avez mis en place un partenariat avec EDF pour installer des bornes à la maison. Alors c'est vrai que on la branche généralement chez soi quand on a une maison, mais c'est vrai que en milieu urbain ou périurbain, on est souvent dans des immeubles et c'est là que le bas blesse. Oui, alors le bas blesse de moins en moins. Oui. C'est ça qu'il faut dire. Alors d'ailleurs, je vais peut-être revenir un petit peu.
Crédit Agricole, les territoires, la présence partout en France. On a cherché un partenaire pour accélérer la mobilité électrique qui nous ressemble. Et celui qui nous ressemble le plus, c'est EDF, parce que EDF est capable, de par ses réseaux d'installateurs, qui ressemblent un peu à nos caisses régionales, par moment, d'être partout, en fait. d'être partout. Et donc, quand il a fallu installer 15 bornes à faïence, 22 kWh de charge semi-rapide, eh ben, EDF savait le faire. Et donc, c'est avec ce partenaire qui nous ressemble qu'on va aujourd'hui accélérer l'implantation des bornes de recharge, parce que en même temps qu'on fait de l'autopartage, il faut vous ayez en tête qu'on forme les gens. À Fayence, on a formé 750 clients à la voiture électrique. C'est des gens qui n'avaient jamais touché une voiture électrique avant. Et souvent, jamais une boîte automatique. C'est ça. Ah oui. Donc, il y avait une pédagogie à faire. il y a une pédagogie ici, il y a une transformation forte. C'est sûr que déjà, la surprise, quand on met le contact et qu'il n'y a pas de bon, on se dit, mais j'ai pas mis le contact, on appuie 10 fois. Surtout l'accélération. Oui, l'accélération. Où est la boîte de vitesse et où est la pédale d'embrayage. Et je pense qu'on a trop souvent, quand on regarde ça d'un point de vue parisien, on a trop souvent l'oubli de ça. Et la transformation vers l'électrique, elle se fera aussi par beaucoup de pédagogie sur la voiture. Beaucoup de gens se plaignent des délais pour se faire installer une borne. C'est en train de s'améliorer. À la maison, c'est Oui, ça s'améliore à la maison. Alors, il y a une vraie révolution qui se passe aujourd'hui dans les immeubles, dont on parle jamais ou très peu. On peut aujourd'hui, toute collectivité, toute copropriété peut faire installer une colonne centrale dans son parking, sur laquelle après chacun des habitants vient se raccorder individuellement. Et ça, c'est un grand changement, puisqu'avant on pouvait mettre une infrastructure collective que tout le monde devait payer. Maintenant, c'est quasiment gratuit d'installer la colonne, et ensuite chacun vient payer son raccordement s'il a une voiture électrique. Honnêtement, c'est une vraie révolution. Notre partenaire d'ailleurs EDF propose 2 offres différentes. On ne va peut-être pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, toute collectivité peut se faire prééquiper. Il y a différentes manières de le faire, mais se faire prééquiper par Enedis. Et ensuite, chaque habitant qui veut une prise dans son box ou dans son parking vient se connecter. Les délais sont encore un peu longs, honnêtement, parce que Enedis est très sollicité, c'est clair, mais je pense que ça va s'améliorer. Nous, on va pousser pour ça. Ouais. Et puis, on parle maillage territorial. Il y a aussi une vision internationale, puisque aujourd'hui, vous êtes présent à l'international depuis des années, et aujourd'hui dans 19 pays. Oui, alors 19 pays en Europe. Le Crédit Agricole est vraiment une banque, je dirais, mondiale, mais avec un ancrage en France extrêmement fort. Pour pouvoir proposer des services de qualité à nos clients en France, il faut qu'on ait une empreinte globale. Il faut qu'on travaille sur des millions de voitures pour être capable de proposer les meilleures conditions à une ADMR à Angoulême. Et c'est ce qu'on fait. Donc on est présent dans tous les métiers du financement automobile en Europe. Dans 19 pays. On fait de la location longue durée, on fait du financement direct automobile, on le fait via des constructeurs. On est ce qu'on appelle la captive, entre guillemets, c'est-à-dire le financeur de marques comme Tesla, par exemple. On est un des gros financeurs de la marque Tesla. Mais on est aussi l'un des très très gros partenaires de Stellantis au travers d'une société de location qui s'appelle Leasys. Si vous allez dans les réseaux des 14 marques de Stellantis pour louer une voiture en longue durée, c'est nous qui sommes derrière. On le fait dans 19 pays, mais pas seulement. On le fait aussi un petit peu dans l'Afrique du Nord et on le fait aussi en Chine, qui est un endroit très important pour nous. Parce que comme c'est devenu le barycentre de l'automobile mondiale, notre présence en Chine nous permet, notamment en électrique, de voir ce qui se passe et comment, quand un marché se transforme, ça appelle de nouveaux services, de nouveaux financements. Et pour nous, c'est une expérience extrêmement précieuse. Quand on travaille avec 19 pays en Europe, ça fait quand même un bel échantillon sur l'Europe. Est-ce que les problématiques sont les mêmes qu'en France, généralement? Moi, je dirais qu'elles ressemblent beaucoup. Ça ressemble beaucoup. Alors les marchés sont un petit peu différents. Les marchés du Nord sont plus tournés vers le segment C. La deuxième voiture du foyer en Allemagne, c'est plutôt une Volkswagen Golf qu'une Renault Clio. Mais globalement, les problématiques sont les mêmes. Là aussi, on a des problèmes de ruralité, on a des problèmes de mobilité rurale. Il y a beaucoup de nécessité de transformer les villes et de développer des systèmes de partage en ville. Donc on retrouve partout en Europe, avec des logiques un tout petit peu différentes, quand même des grandes problématiques qui se ressemblent. Et nous, on regarde aussi beaucoup ce qui se passe en Norvège. Vous savez qu'en Norvège, maintenant, on est à plus de 95% des ventes qui sont pures électriques, avec une politique d'incitation extrêmement stable. Alors que c'est le plus gros producteur européen de pétrole dans la Russie, ce qui est quand même amusant. Financer la voiture électrique en vendant du pétrole, c'est toujours un paradoxe assez intéressant. Oui, je trouve ça amusant. Amusant, mais n'empêche qu'aujourd'hui, en termes de transport, la Norvège est un des pays les plus avancés d'Europe. Et c'est très intéressant de regarder ce qui s'y passe pour préfigurer ce qui va nous arriver dans 5 ans ou dans 6 ans. Et je peux vous promettre qu'il n'y a pas eu de révolution là-bas. Tout le monde s'en sort très bien, il y a des bornes partout. Les voitures maintenant ont 600 ou 700 km d'autonomie et il n'y a pas vraiment de problème. Merci 1000 fois Vincent Carré d'avoir été avec nous, directeur des mobilités à Crédit Agricole.
Agricole Consumer Personal Finance et Mobility. C'est toujours le bon sens près de chez nous, hein, Vincent Carré, non? C'est à qui, Philippe, je me rappellerai de celle-là. c'est à qui cette... Je crois que c'était un slogan d'une banque qui commence par C et après c'est un A. Ah, c'est ça, ouais, c'est bien ce que Vous je disais. avez 2 heures. Là, vous avez 2 heures. Il est bon, ce Philippe. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio Parlons vrai. Sud Radio, station multiservice. vous est présenté par Borne Électrique Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions station-e.com. Guillaume Lefoc est avec nous, dirigeant de Cat Padel Épinay, anciennement Foot in 5 à Épinay-sur-Seine. Bonjour, merci d'être avec Bonsoir. nous. Vous êtes avec nous, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ah, Bonsoir. très bien. Beau succès quand même depuis 15 ans de ce futsal. Oui, écoutez, c'est une transition parce qu'il y a 15 ans, j'ai eu le choix d'ouvrir en fait un centre dédié à la pratique du foot à 5 et Oui. puis cet été, on l'a transformé en pratique d'un sport qui est aujourd'hui 100% en vogue, qui est le padel. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a un trafic quand même assez colossal grâce à vous. On parle de 100 000 passages chaque année. Alors oui, le padel aujourd'hui est un vecteur en fait important de passage sur notre structure. On a en fait un centre qui combine plusieurs activités. On a un restaurant, un plateau de formation, des terrains de paddle indoor-outdoor et un centre de fitness. Et donc du coup, l'ensemble de ces activités-là engendre en fait un fort passage journalier et donc forcément à l'année, ça représente un nombre de passages importants. Voilà, et donc vous vouliez apporter en tout cas une solution à ceux qui viennent chez vous, c'est ça? Exactement. En fin de compte, comme on le sait tous, il y a eu la promotion en fait, des véhicules électriques depuis maintenant quelques temps. Bah oui. Et donc, ne pouvant en fait aujourd'hui offrir en fait de solutions, on a eu cette possibilité-là avec l'opérateur qui nous a permis aujourd'hui d'installer du coup une borne de recharge pour véhicules électriques. Ouais, ça veut dire que pas d'investissement en plus pour vous, c'est ça qui est intéressant? Et tout à fait. En fait, nous, on n'a supporté aucun investissement. C'est l'opérateur qui a aujourd'hui supporté à lui tout seul l'ensemble de l'installation, des investissements et du fonctionnement aussi. Il a aussi géré toute l'ouverture de ce qu'on appelle le PDL, donc le point de livraison avec Enedis. Donc, Oui. il ne s'est pas raccordé sur notre propre système électrique. Il gère D'accord. lui-même sa propre alimentation. Et donc, ça lui permet d'être 100% autonome et nous, de ne supporter aucun frais sur le fonctionnement comme l'investissement. Vous êtes également élu? Oui, sur Épinay-sur-Seine. Là, en l'occurrence, où j'ai ce site d'exploitation, en l'occurrence au commerce et à l'entreprise. Et c'est aussi une volonté sur la ville d'Épinay de pouvoir donner accès aux utilisateurs de véhicules électriques de pouvoir se recharger. Ouais, et puis la possibilité surtout d'avoir des services en plus. Alors là, ce site en fait est particulier parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7, du 1er janvier au 31 décembre, sur des horaires extrêmement larges. Et donc vous pouvez venir manger, pratiquer votre sport, venir voir des amis sur place. Et du coup, pendant ce temps-là, vous laissez votre véhicule et il permet d'être rechargé. Et pour ça, il faut avoir des amis, Guillaume, c'est ça le problème. Oui. Ah bah oui. On vous en trouvera sans problème. Eh bien, merci beaucoup, Il va falloir Guillaume. qu'on essaye le paddle. Hein. Oui, bah oui, on va essayer. Ah, moi, j'ai déjà mon équipement, je vous le dis tout de suite. Ah, j'ai jamais essayé Ah, bah, encore. je suis équipée. Je n'y ai pas joué encore, mais je suis équipée. Merci beaucoup, Guillaume Lefoc, d'avoir été avec nous, dirigeant de Cat Padel à Épinay. Merci à vous. Sur Seine. Merci d'avoir été avec nous. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par Borne Électrique Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions station-e.com. Et la question qu'on se pose de plus en plus, comment intégrer les mobilités douces dans les communes, Thierry Philippe. Oui, absolument. Pourquoi, Et nous Thierry sommes en compagnie de Frédéric Puyurlier. Je crois que je rentre à la maison, c'est pour ça que... Mais ça va très bien, ne vous inquiétez pas. Vous êtes maire de Synthèse et juste à côté d'Orléans, à Y, coprésident de la commission transport-mobilité de l'Association des maires de France. Les maires de France qu'on salue. D'ailleurs, Sud Radio et les Vraies Voix seront présents mercredi prochain au Salon des maires de France avec les buralistes au Parc des Expos de la Porte de Versailles. Frédéric Puyurlier, bonsoir. Et avec le président de l'AMF, Absolument, Ah ouais. David Lisnard. qui sera avec nous. Alors, l'intégration des mobilités douces, est-ce que c'est une des priorités des communes, Frédéric Puyurlier? Ah oui, c'est une des priorités des communes et des intercommunalités, puisque, et nous en tenons la preuve, puisque depuis 4 ans, nous avons réalisé environ 12 000 kilomètres, 12 à 13 000 kilomètres de voiries douces supplémentaires en France. Il y en avait
51 000. Et là, nous sommes à environ 63 000 à 64 000 kilomètres de voirie douce en France. C'est donc une très forte mobilisation des élus locaux. D'ailleurs, nous sommes les seuls à les réaliser avec les départements. Ce sont les départements, les communes et les intercommunalités qui réalisent en fait tous les kilomètres de voirie douce que vous pouvez trouver en France, puisque l'État n'en réalise absolument aucun. Alors la disparité entre les communes, c'est l'espace surtout, c'est la prise au sol. Il y a plein de communes qui aujourd'hui ont cette difficulté. Oui, vous évoquez un point important, c'est le problème du tissu urbain. Oui. Effectivement, dans des zones périurbaines où nous avons des avenues ou des routes un peu larges, on peut assez facilement réaliser, notamment en site propre, des pistes cyclables, mais dans des tissus urbains extrêmement resserrés et anciens, c'est beaucoup plus difficile et c'est un problème pour nous, effectivement, dans certaines villes. Ça veut dire qu'il faut contourner peut-être, contourner plutôt que passer en périphérie, c'est ça ? C'est de contourner et d'avoir dans un certain nombre de villes un système circulaire qui permet de réaliser des voiries douces en site propre. C'est une des solutions. Alors le budget... Nous avons aussi d'autres obstacles. Oui, alors peut-être parmi ces obstacles, y a-t-il le budget en cette période de disette ? Est-ce que les communes ont des aides ? Alors, nous avons des aides qui proviennent de la région, des départements, mais nous avons aussi un plan vélo et marche qui avait été acté il y a maintenant 1 an avec le gouvernement, qui a suscité beaucoup d'espoir. Et ce plan vélo, aujourd'hui, est gelé. Ce sont 250 millions d'euros que l'État devait accorder aux collectivités locales. Et nous avons 400 dossiers de pistes cyclables qui sont, non même pas en attente, qui sont gelés pour 2024 et gelés vraisemblablement pour 2025. Ce qui pose un réel problème de financement pour les collectivités locales qui se sont engagées. Certaines ont déjà payé les bureaux d'études, elles étaient prêtes à mettre le premier coup de pioche ou le premier coup de pelle. Et là, nous nous retrouvons en grande difficulté, 400 dossiers bloqués en France. Nous allons en parler au Congrès des maires de France, que vous évoquez il y a quelques instants. Nous allons bien sûr, et je vais en parler avec le ministre des Transports lors du Congrès des maires de France la semaine prochaine. Ça veut dire que la cohabitation va être difficile dans certaines communes. Encore une fois, déjà, même avec des pistes cyclables, c'est compliqué, mais sans pistes cyclables, ça devient vraiment propice à des accidents, c'est si sûr. Vous avez tout à fait raison. Nous sommes très favorables à l'Association des maires de France, à la création de pistes cyclables en site propre, de façon à permettre une sécurisation des cyclistes absolument totale. Moi-même, dans ma commune, j'ai construit un certain nombre de kilomètres de pistes, mais toujours en site propre. Et là, l'accidentologie est zéro, parce qu'il y a une réelle protection des cyclistes et des piétons. Est-ce que c'est autant un enjeu dans les communes rurales, les petites communes, que dans les grandes communes, Frédéric Cuillerier ? C'est un enjeu dans toutes les communes. Et moi, je constate, j'ai participé au 28e congrès qui s'est tenu à Vannes, Vélo et Territoire, et j'ai constaté que tous les acteurs, ce sont les acteurs des communes à faible dimension, communes rurales, ou des acteurs de grandes villes. Tout le monde, il y a une véritable mobilisation, je le redis, des maires de France aujourd'hui et des présidents d'intercommunalités pour la réalisation de pistes cyclables et de liaisons douces. Mais sur en tant qu'usager, parce que nous on imagine que c'est urbain, périurbain ou sur les sites touristiques, le vélo, est-ce que dans les communes de France, est-ce qu'il y a une vraie demande de l'usager sur ces pistes cyclables ? Il y a une vraie demande. Je vais vous citer le cas de ma commune. Nous avons construit en 2013 un collège, le collège Nelson Mandela, et nous avons réalisé toute une série de pistes cyclables qui vont de la commune voisine et de la nôtre rejoindre ce collège. On avait réalisé 80 places de garage pour les vélos au sein de ce collège. Aujourd'hui, nous avons dû l'étendre à 150 places et aujourd'hui nous sommes à 200. Il est encore trop petit pour accueillir tous les cyclistes qui viennent au collège donc à bicyclette.
c'est un véritable enjeu et la réponse des habitants est là. Il y a une vraie attente qui se fait dans l'ensemble de nos territoires. Merci mille fois en tout cas d'avoir accepté notre invitation, Frédéric Cuillollet. Merci beaucoup, maire de Saint-Haye. Bonne soirée, peut-être au Congrès des maires de France la semaine prochaine. Absolument, nous y serons le 20 entre 17h et 20h, avec effectivement la chance de recevoir le président des maires de France qui sera avec nous, David Lisnard, à partir de 18h30. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, on verra quelles conséquences des politiques protectionnistes des USA pour l'industrie automobile européenne. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. Merci à Sud Radio de pouvoir m'exprimer et pour la qualité de vos informations. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h. On va revenir sur cette politique protectionniste, et c'est pas facile à dire, des États-Unis qui pourrait avoir des conséquences significatives pour l'industrie automobile européenne. On va en parler ce soir avec Aurélien Demeaux qui est avec nous, président de l'Alliance des mobilités, membre de Mobiliance et président d'Electra. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand on regarde les chiffres, en 2023, l'UE a exporté 40,2 milliards d'euros de véhicules neufs vers les USA et a importé seulement 7,7 milliards de véhicules neufs des USA. Comment expliquer un tel déséquilibre ? Ce qui est sûr, c'est que vous avez énormément d'exportation de la part de l'Allemagne, puisqu'on a l'industrie automobile allemande avec des véhicules de luxe plutôt premium qui s'exportent très bien aux États-Unis. Par exemple, Porsche ne produisent qu'en Europe, exclusivement en Allemagne. On a Ferrari aussi qui produit exclusivement à Maranello, et donc ça, c'est des véhicules plutôt premium haut de gamme. Très franchement, en France, on est assez peu impacté, puisque Renault n'est pas aux États-Unis. Stellantis vend, mais avec des marques qui produisent sur place, Jeep ou encore Chrysler. Mais c'est essentiellement l'Allemagne. Ouais. Il y a quand même une question qui se pose. C'est les Allemands qui vont le plus souffrir, mais de nombreux modèles de marques allemandes sont déjà fabriqués aux États-Unis. Alors je vais en citer quelques-uns, les BMW X3, X4, X5, X6, X7, ou les Mercedes GLE, GLS, EQE, OQS. Est-ce que les Allemands ne risquent pas, eux, d'être doublement pénalisés? Parce que, on le rappelle, sur les 7,7 milliards d'exportations de voitures made in USA vers l'Europe, il y a beaucoup de voitures américaines, mais de marque allemande. Alors moi je suis pas complètement sûr de ça. Je pense qu'ils vont être pénalisés dans un sens, ça c'est clair. Et d'ailleurs nous aussi, puisque si l'Allemagne souffre, c'est le premier partenaire économique de la France. Donc nous on va forcément malheureusement souffrir un peu si notre partenaire allemand est pas en bonne posture. On n'a pas intérêt à ça. Mais disons qu'ils vont surtout souffrir dans un sens Europe vers États-Unis. L'Allemagne produit, le groupe Volkswagen, le groupe Volkswagen c'est Audi, Porsche, et évidemment la marque Volkswagen et quelques autres marques, c'est à peu près 10 millions de ventes de véhicules par an. En Allemagne, il se vend 3,5 millions de véhicules. Et l'essentiel des 10 millions, en tout cas une grande partie, est fabriqué en Allemagne. Donc ça doit partir à l'export. Ça part beaucoup en Chine, ça part beaucoup aux États-Unis. Et là, effectivement, Trump, il semblerait qu'il souhaite resserrer la vis sur les importations, et notamment en visant l'Allemagne. Ouais. Et la Chine, par exemple, est-ce que ça va être taxé encore plus qu'avant? Ça ne l'était. Là, c'est presque... On en est à combien? 30%, alors, on était à 10, on est monté à 35% en importation sur les véhicules chinois. Quelles sont les projections aujourd'hui? Ils ont sanctionné notre agriculture, mais peut-être pas que, bientôt l'automobile. Est-ce qu'on risque d'avoir une guerre commerciale sur l'automobile? Europe-USA, Europe-Chine. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers qui se sont opposés aux tarifs douaniers sur les véhicules chinois, véhicules électriques. D'ailleurs, soit dit en passant, l'aberration dans cette affaire, c'est qu'on a une taxe douanière sur les véhicules électriques, mais en revanche, si vous importez des véhicules hybrides de Chine, il n'y a pas de taxe douanière. Absolument. Donc là, c'est quand même... Bon, je passe là-dessus, mais c'est évidemment... c'est bien de le dire, parce qu'il y a une petite incohérence quand même. Ouais, c'est assez stupéfiant. Mais les premiers qui sont opposés aux tarifs douaniers, ce sont l'Allemagne et les constructeurs automobiles allemands. Pourquoi? Parce que Volkswagen, pour les reprendre, ils font 40 à 45% de leur chiffre d'affaires en Chine et 60% de leur profit en Chine. Donc évidemment, eux, ils ont peur de la loi du talion, d'une guerre commerciale qui leur poserait beaucoup de difficultés sur la Chine. Alors, Aurélien Demeaux, oui. Attends. Oui, allez-y. Les tarifs douaniers, me semble-t-il,
vont vraisemblablement être mis en cause. Je pense qu'il y a une enquête sur la base du fait qu'il y a des subventions très importantes qui auraient été accordées en Chine. Soit dit en passant, là aussi je le dis, mais je trouve que c'est quand même relativement hypocrite, puisque en France et en Europe, on subventionne un certain nombre, enfin je veux dire, Renault, Stellantis ont bénéficié d'aides de l'État, Air France aussi. Aux États-Unis, il y a l'IRA, Inflation Reduction Act, c'est 370 milliards de subventions. Donc je pense qu'il ne faut pas être hypocrite, mais en revanche, c'est une mesure préventive pour essayer de défendre notre industrie pendant les 1, 2, 3 prochaines années, qui devrait leur permettre, j'espère, d'accélérer, de se mettre au niveau sur les véhicules électriques. Mais est-ce que ça va pas pousser l'Allemagne, qui, faut-il le rappeler, est quand même la patronne en Europe, qui va voir ses véhicules taxés aux États-Unis où elle exporte massivement, de dire, bon bah écoutez, pour se préserver le marché chinois, on va annuler les taxes supplémentaires qu'on a imposées aux véhicules chinois, et tant pis pour les constructeurs français, italiens ou suédois, même si Volvo est plus totalement suédois. Oui, c'est possible. Enfin, moi, je pense qu'indépendamment de ce qui se passe aux États-Unis, l'enjeu est tel pour l'Allemagne d'avoir du business en Chine que vraisemblablement les mesures qui ont été fixées là, alors ça varie en fait selon les constructeurs, hein, c'est entre 30 et jusqu'à 45%. C'est ça. Je pense pas qu'elles durent très très longtemps entre nous. Parce que l'Allemagne en fait est vent debout contre ce sujet, et effectivement l'industrie automobile allemande et l'Allemagne a une position particulièrement forte autour de la table sur ces sujets. Mais est-ce qu'il faut, alors vous de votre fenêtre, est-ce qu'il faut taxer par exemple ces Chinois pour rentrer en France? Est-ce qu'il faut faire ça, ou est-ce qu'il faut apprendre à travailler avec eux et trouver un consensus, si je puis dire? D'abord, je pense que c'est important qu'on se pose la question. Ouais. Parce que ce que j'observe, c'est qu'on a tendance à être très manichéen sur le sujet, à expliquer que oui, il faut forcément les taxer, et pourquoi on ne fait pas comme Trump, et pourquoi c'est pas 100%, voire 150%, ou alors pas du tout, c'est libre-échange total. Je pense qu'il faut avoir une position un peu nuancée. À la fin de la journée, les tarifs douaniers, ça n'empêchera pas les constructeurs chinois de vendre des véhicules en Europe, puisque de toute façon, ils ont tous prévu, enfin, ils sont tous, en tout cas, il y en a une partie qui a prévu de développer des usines de fabrication en Europe. En Hongrie, en Espagne, en Allemagne. Et surtout, à la base, elles sont bien moins chères. Donc, même taxées, elles sont peut-être encore moins chères. Alors, oui, on commence à être à parité, parce qu'en fait, vous avez les frais de transport depuis la Chine, qui rajoutent quand même un peu au coût, plus les frais douaniers, plus le fait que, par exemple... C'était une question, c'est pas une affirmation, c'était une question que je vous posais. Oui, bien sûr, mais du coup, en fait, l'un dans l'autre, on arrive à peu près à parité, et vous avez aussi notamment, par exemple en France, un bonus de 4 000 €. Et ce bonus de 4 000 € ne s'applique que sur des voitures made in Europe. Donc pour le consommateur, ça finit par faire un delta entre j'ai pas le bonus et puis les douanes et le transport. Donc c'est quand même en termes de parité, ça les met à peu près à même niveau. Mais on aura des véhicules chinois qui vont arriver en Europe. Pour l'instant, je le rappelle, il n'y a pas de déferlante de véhicules chinois. C'est moins de 10% des véhicules électriques. Et c'est 2,5% des nouveaux véhicules vendus en Europe. Donc je pense qu'il faut aussi rester un peu calme sur le sujet. Relativiser. Ensuite, oui, les Chinois, ils vont fabriquer des voitures sur le continent européen. Et enfin, si on est assez objectif, quand on prend un pas de côté en arrière, il y aurait les bons Chinois qui achètent des berlines allemandes et les mauvais Chinois qui essaient d'exporter leurs voitures. Non. Je pense qu'il faut être fair là-dessus. Et à un moment donné, ils ont des bons produits qui sont pas chers. Nous, il faut qu'on défende notre industrie, mais qu'on arrive à faire en sorte que notre industrie se mette au niveau le plus vite possible, en fait. Vaste programme. Une question pour une réponse très très courte. Quelles pourraient être les mesures les plus fortes pour l'Europe? L'Europe, elle a besoin de deux choses, de mon point de vue. C'est deux choses assez basiques, mais très fortes et très importantes. La première chose, c'est de la stabilité. De la stabilité, de la stabilité, de la stabilité. Nous, chez Electra, on investit 1,5 milliard d'euros pour créer une infrastructure de recharge électrique. Les constructeurs automobiles investissent. Il y a des gens qui investissent dans les batteries. Donc, il y a une direction stratégique qui est là, qui est fixée, par notamment la fin de l'interdiction l'interdiction de la vente des véhicules thermiques en 2035. Mais il faut qu'on garde cette feuille de route et pour que les acteurs privés comme nous investissent beaucoup, il faut vraiment qu'on ait la stabilité. Et la deuxième chose, c'est qu'on crée un narratif beaucoup plus positif
autour de la voiture électrique. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dites à ce sujet. Méfiez-vous, Aurélien Demeaux, vous allez finir ministre du Transport si vous continuez comme ça, avec vos propositions. Beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, président de l'Alliance des mobilités et membre de Mobiliance et président d'Electra. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On remercie bien entendu encore Vincent Carré qui est encore avec nous, Mobility Service Director de Crédit Agricole Personal Finance et Mobilité. Tout de suite, le But Football Club. Absolument. Avec un invité exceptionnel. Moi. Daniel Bravo. Ah oui, très bien. La paire Bravo-Guérin en récupération. Et là, je dis bravo. Allez, et on se retrouve demain à 17h. Passez une très belle soirée. Salut et merci à notre équipe formidable. Et bravo, notre petite réalisatrice. Allez, à demain.